Tu te souviens quand on a dit qu'on pourrait faire 2 émissions sur Terry Gilliam tellement qu'on avait de choses à dire? Ouais, je me souviens, ouais. Eh ben, on n'avait pas tant de choses que ça à dire. Tu veux dire qu'on va faire un épisode court? Jamais! Ok, je te propose qu'on fasse semblant qu'on ait des trucs à dire et qu'on brode. Ouais, tu veux dire ce qu'on fait à chaque émission? Exactement. 100K. Oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous les perdus et les retrouvés pour cet épisode de Projection Perdue, un podcast cinéma de la Chimérathèque. Aujourd'hui, c'est le second épisode sur les réalisateurs Terry Gilliam. Nous avions déjà abordé ces films d'anticipation, de science-fiction, et maintenant on va se concentrer sur le reste de sa carrière. Une carrière faite de combats avec des producteurs, mais aussi faite de légendes, de contes et de mythes. Depuis les Monty Python jusqu'à finalement faire son Don Quichotte après plusieurs essais, un mot me vient à l'esprit pour décrire sa filmographie: foisonnante. Et pour le paraphraser, Hollywood veut faire des films confortables, lui veut faire des films inconfortables, après lesquels on en discute et on débat. Et donc, pour débattre de ces films, toujours à la lisière entre fiction et réalité, je suis aujourd'hui accompagné de l'ineffable, du fantastique, du fabuleux Damien. Bonjour Damien. Bonjour Louis! Merci pour cette introduction, ça me touche. Tu te souviens de combien on avait dit que ça te coûterait, hein? Le truc qui est intéressant avec Terry Gilliam, c'est que c'est un conteur. Donc de base, on pourrait se dire que ça le lie automatiquement au fantastique, et pourtant, dans la SF, il s'est exercé avec quelque chose d'autre. On retrouve toujours ce côté dans ces films, autres que SF, ces films fantastiques, où il va entremêler finalement le réel et l'irréel, la vérité et finalement le songe. Et le truc qui est intéressant, c'est que dans ces films de SF qu'on a abordés, lorsqu'il compte une société très souvent dystopique autour d'un individu, alors que dans ces films de SF, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va plus se concentrer sur l'individu, mais sur le côté conteur et comment ce conte peut aider ou desservir notre... Ouais, tout à fait. Mais je reviens sur l'aspect conte parce que souvent, quand on parle de conte, on pense que c'est synonyme un peu de narration. Et je trouve que chez Terry Gilliam, alors on viendra sur toute sa filmographie, pas forcément dans l'ordre chronologique, même si on essaiera de situer les films dont on parle. De manière générale, il y a beaucoup d'inspiration, effectivement, des contes, des légendes, etc. Et pour autant, ça ne fait pas du tout un réalisateur qui est très narratif. Et d'ailleurs, c'est un réalisateur, beaucoup de gens sont réfractaires, justement, parce qu'il n'y a pas de schéma narratif classique d'histoire. En fait, souvent, on va se faire balader de tableau en tableau. Je pense par exemple au Baron de Munchausen, où c'est vraiment des tableaux pour le coup, ou dans Bandit, où ça va être des personnages qui vont voyager dans le temps pour voler des choses. Pour le coup, ça va être chaque époque va être un tableau. Et donc, il n'y a pas de structure narrative claire. Et c'est ça qui va faire que on est un peu perdu en fait dans ces films, notamment un de ces plus récents qui est sorti en 2009. L'Imaginarium du docteur Parnassus, où vraiment on ne sait pas où veut aller le film. Bon, il a eu aussi beaucoup de problèmes par rapport à la production. Il a toujours beaucoup de problèmes au niveau de ses films. Mais c'est vraiment un truc qui est particulier avec Terry Gilliam, parce que vraiment, le rêve et la réalité se vaut à ses yeux. Et il y a une phrase que j'aime bien dans Lost in La Mancha, le documentaire sur son Don Quichotte, waouh, non réalisé. C'est à un moment où il définit son travail, et il le définit en 4 mots: réalité, fantasme, folie et raison. Et c'est vraiment tout ça qui est mis au même niveau et qui est assez incroyable. En plus, il a beaucoup d'ambition parce qu'il fait toujours des trucs avec très peu d'argent. Mais t'as raison, en fait, quand tu prends son Bandit, même quand il s'attaque à la part d'histoire, donc normalement qui doit être réel et tout, il rajoute ce côté d'être suprême, ce côté religieux qui finalement poursuit à travers les histoires avec un pouvoir très particulier qui va s'infuser à chaque moment de l'histoire et qui peut la défaire quand il le désire. Ouais, et puis même si il voyage techniquement dans l'histoire, donc il rencontre Robin des Bois, qui est un mythe plus qu'un personnage qui a existé. Il rencontre aussi le roi Agamemnon qui tue un minotaure. Donc il est toujours plus dans la fable. Et d'ailleurs... C'est pas... Comment ? Vas-y. J'allais dire, c'est pas Sean Connery qui joue Oui, Agamemnon ? c'est tout à fait, c'est Sean Connery. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs connus, en fait, ils s'entourent vraiment de personnes connues parce que, on peut commencer par le début. Donc, il commence par les Monty Python, et c'est lui qui a réalisé Monty Python Sacré Graal. Après, on sait que c'est en équipe, donc potentiellement,
ils ont peut-être un peu tous participé dans tous les Monty Python, etc. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils mettaient juste le nom de quelqu'un pour dire ok, c'est telle personne qui a réalisé, mais clairement, c'était des travaux d'équipe. Pour le casting, il a toujours un casting que je trouve délicieux parce que tu vas toujours avoir des têtes connues, même si le GOAT de son cinéma, son acteur fétiche qu'on retrouve constamment, c'est un peu Jonathan Pryce. Tout à fait, ouais. Absolument partout. Et grâce à Terry Gilliam, du coup, je reconnais beaucoup mieux le visage de Jonathan Pryce. Et récemment, je me suis refait Les Pirates des Caraïbes et c'était un plaisir de le voir dans un autre film que celui de Terry Gilliam. Et en fait, le truc qui est intéressant dans Sacré Graal, c'est qu'en fait, tu retrouves dès le départ ce côté que je disais depuis tout à l'heure, conte et réalité qui se mélangent. Ouais. Parce qu'au début du film, alors ça commence n'importe comment, où on entend les chevaux qui arrivent au loin et on se rend compte qu'ils ont des noix de coco dans les mains, qui est un moment extrêmement drôle. Mais t'as un moment où t'as un historien qui se fait tuer. Et en fait, tu vas avoir d'un côté toute l'histoire du Graal avec les chevaliers qui ont des aventures loufoques, chacun de leur côté. Et en même temps, tu vas avoir l'enquête de police pour trouver qui a tué l'historien. Et quand tu arrives à la fin du film, le moment qui doit être le plus épique, avec finalement cette légende qui va s'incarner dans une bataille, bah, t'as la réalité qui débarque, la police, et qui met fin au compte, qui est en mode, bah, on arrête tout le monde, c'est des criminels. Ouais, donc effectivement, on est déjà dans la même thématique. Et le fait que ce soit un historien, donc en fait, quelqu'un qui est censé chercher la vérité, qui se fasse tuer, c'est hyper important dans son cinéma. Au point où, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a toujours voulu faire Don Quichotte. En fait, il a fait au moins 4 essais. Un où il voulait faire jouer Jean Rochefort, un où il voulait faire jouer John Hurt. Et en fait, en voyant toute sa filmographie, je me suis dit, mais il a déjà fait, en fait, l'homme qui tourne à Don Quichotte, c'est le baron de Munchausen, c'est le The Fisher King. Et du coup, ça m'étonne qu'il ait toujours voulu faire ce film, alors qu'en soi, il l'a toujours fait d'une autre manière, même s'il a réussi par le faire au final en 2018. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être parce que le baron de Munchausen et soit Don Quichotte se ressemblent, soit qu'il a voulu faire Don Quichotte durant longtemps, et vu qu'il n'arrivait pas à le faire, il a utilisé des substituts. Mais c'est vrai que quand tu regardes le baron de Munchausen, c'est Don Quichotte, mais quelque chose de manière... Alors, c'est pas Don Quichotte de manière assez fou, mais tu retrouves ce truc entre guillemets, vieux, qui va utiliser finalement... la fiction pour faire avancer l'histoire. À chaque fois, les gens ils vont lui dire non et ça va être envoyé. Et le truc que je trouve très intéressant dans le baron de Munchausen, c'est toute la partie où il est sur la lune. Et au final, t'as un moment où un des acteurs qui court extrêmement vite l'aide à redescendre sur Terre. Et cet acteur, c'est Eric Idle, qui est un des membres des Monty Python. Et au final, le truc qui permet au baron de Munchausen, qu'on peut voir comme une incarnation de Terry Gilliam et qui permet finalement de sortir la tête de la Lune et d'essayer de retourner sur Terre, c'est les Monty Python qui l'ont peut-être aidé à garder une direction. Dans la direction, ouais. Et puis, parce que son tout premier film solo, après les Monty Python, donc ça c'était Monty Python Sacré Graal, c'est en 75. Et en 77, il sort donc Jabberwocky qui est, si vous avez vu le deuxième Alice au Pays des Merveilles, vous voyez ce que c'est. C'est une créature fantastique qui est inventée par Lewis Carroll. Donc clairement, on est dans... Il dit directement dès son premier film, là, je vais pas du tout être dans la réalité. Sauf que par rapport à Alice au Pays des Merveilles, où on peut projeter chaque élément. Et en fait, il y a un truc aussi très psychanalytique qu'il y a chez Terry Gilliam et chez... Alice au Pays des Merveilles. Chez Alice au Pays des Merveilles, c'est la projection du monde des adultes dans un monde un peu onirique. Et je pense que Terry Gilliam a un monde absurde, mais qu'il maîtrise vraiment totalement, dans le sens où je pense qu'il va vouloir que chaque chose ait une signification dans le subconscient, etc. Enfin, en tout cas, en interview, il est quand même très intéressé par ce subconscient et cette liaison entre si les contes, en fait, enfin, si les rêves sont le subconscient d'un individu, j'ai l'impression que ce côté conte pour lui est l'espèce de subconscient d'une collectivité, en fait. Et donc ça a été assez théorisé, même si moi, je suis pas forcément très fan de psychanalyse. Mais en tout cas, il y a un livre qui s'appelle La psychanalyse des contes de fées, qui est assez connu en théorie, de Bruno Bettelheim, qui est intéressant, où en gros, il va reprendre chaque figure des contes et dire à quoi ils correspondent dans le subconscient collectif. Moi, ce que je n'aime pas beaucoup dans la psychanalyse, c'est que justement, c'est
c'est très théorique en fait, on n'en sait rien. Le grand méchant loup, on peut dire bah ça représente la peur de la mort. Bon, qui va aller vérifier finalement Bref, mais je pense que Terry Gilliam s'inscrit un peu là-dedans. C'est intéressant parce que indirectement, t'as Jabberwocky qui reprend Lewis Carroll et du coup Alice au Pays des Merveilles, mais indirectement, t'as aussi son Tide Land, qui est un film qui fait en 2005 après la déconvenue Frères Grimm avec les studios, qui est un peu son Alice au Pays des Merveilles à lui, et dans lequel on a un personnage à nouveau auquel Terry Gilliam s'identifie, même si c'est une gamine dans un environnement glauque, qui utilise son imaginaire pour sortir de son enfer quotidien, et indirectement c'est ce que la plupart des personnages de Terry font, en tout cas dans le côté fantastique, c'est-à-dire qu'ils vont inventer des histoires, qu'ils les mettent en avant, et c'est pour ça que tu tombes toujours sur le truc de est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils disent la vérité. C'est ce que tu as beaucoup dans le Baron de Munchausen, où il débarque, il commence à raconter une histoire, et à la fin tu te demandes vraiment comment cette histoire a pris vie, si même elle a vraiment eu lieu. C'est vraiment un film où il mélange à l'intérieur de son propre film, du coup, fiction et réalité diégétique. Mais c'est ça, c'est l'un des trucs qui porte ces héros, c'est la force du conte, la façon dont ils peuvent inventer des histoires qui permet de les définir et de les redéfinir. Et et c'est quelque chose d'encore plus fort dans le Baron de Munchausen, parce que à la fin, tu as littéralement l'entité de la mort qui vient le chercher, et il est seulement sauvé par la volonté d'une gamine qui, à force de vouloir connaître la fin de l'histoire, réussit à chasser la mort finalement en inventant une histoire qui maintient le baron en vie. Et tu retrouves un peu ce côté de l'œuvre littéraire qui survit, enfin l'œuvre créée par l'artiste qui survit à sa mort. Et c'est, à mon avis, un but que vise légèrement Terry Gilliam, même si lui, ce qu'il essaye plus de raconter, c'est comment est-ce qu'un conteur survit dans notre réalité pas si magique que ça. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que, à part peut-être Brasil et enfin, dont les films de science-fiction qu'il a fait qui sont peut-être un peu plus politiques, c'est pas vraiment un réalisateur très politique, alors que c'est ce qu'il a fait. Je crois il a fait des études de politique. Mais en fait, c'est un réalisateur plus philosophique et métaphysique. Et d'ailleurs, même ces films de science-fiction sont très désancrés. C'est pas... En fait, qu'est-ce qui rend un film politique? C'est aussi un ancrage culturel. Ça se passe en Italie de telle date à telle date et on va s'intéresser à tel problème. Alors que la philosophie est plus particulièrement un courant de la philosophie qui est la métaphysique, qui est vraiment ce qu'intéresse Terry Gilliam, qui est des questionnements sur la vie, la mort, le conscient. En gros, c'est les questions un peu qu'on pourrait dire très abstraites en fait, parce il aime l'abstrait. C'est ce qui l'intéresse et on voit d'ailleurs que dans tous ses films, même dans le Baron de Munchausen, où ça s'ancre dans une histoire plus précise parce que c'est une guerre qui a eu lieu, eh ben, c'est pas clairement défini, les lieux, le temps. D'ailleurs, ça commence par un titre qui définit le temps et ça, c'est mercredi. Donc c'est un mercredi, on ne sait pas lequel, etc. Et voilà. Et donc ça, en fait, il a toujours tendance à vider ses films d'une quelconque ancrage temporel et spatial aussi, parce que du coup, ça fait des visuels très foisonnants. On va sur la Lune, c'est très carton-pâte en fait. Il y a beaucoup de moments où il y a des personnages qui sont au théâtre, parce que justement au théâtre c'est très carton-pâte aussi, des personnes qui racontent des histoires dans les histoires, des récits enchâssés, etc. Et ce qui fait que ça a créé ce foisonnement-là qui vont extraire, ce qui participe au côté conte aussi, je trouve. Oui, mais en fait, j'ai pensé à ce que tu as dit en ancrage, parce qu'il y a une introduction qui m'a marqué, parce qu'elle m'a fait rire. C'est l'introduction de son frère Grimm, film qu'il déteste, parce que le film, il s'ouvre, il était une fois 1796. Ouais, et dès le début, il t'invite au conte et il te fout une date, mais tu sais qu'il te ment sur la date, parce que dès le départ, il te dit que ça va être un conte en fait. Et c'est un film que j'aime bien. Il est pas bien, mais je l'aime bien. Je le défendrai pas, les gens peuvent cracher dessus. C'est son film le plus mainstream, et je crois qu'il a perdu le Final Cut au profit du ciseau. Par contre, tu retrouves Jonathan Pryce, donc c'est forcément... Qui est sorti en 2005 d'ailleurs. Oui, bah juste derrière, il se bat, il fait Thailand, qui est aussi fait en 2005. Et en fait, tu retrouves un truc sur ses protagonistes. En fait, ses personnages principaux sont jamais des héros. Oui, ça va tout toujours à être fait, des personnes qui à nouveau, qu'on sont trucs de conteurs qui sont dans des situations qui sont pas des bonnes situations, mais qui vont s'en sortir
à travers les histoires qu'il raconte, limite leurs mensonges. Et à nouveau, ici, tu te retrouves avec un magnifique casting parce que tu as Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci. Et, il réutilise des éléments du Baron de Munchausen. Et le Baron de Munchausen, c'est pareil, tu as des têtes qui y passent. On revient sur ce casting flamboyant. Et d'autant plus, quand on parle de têtes, comment ne pas parler de celle de Robbie Williams. Oui, tout à fait. Et c'est super étrange de le voir vulgaire dans un film. Habituellement, vu que j'ai regardé que les films un peu pour enfants, il est toujours dans ce rôle un peu joyeux. Et le fait de l'entendre dire des trucs pas tout public, c'est très particulier. Et j'allais revenir sur le fait que tu parlais de théâtre, parce que du coup, ça m'a refait penser indirectement à la psychanalyse et ça m'a fait penser à la philosophie, parce que le mythe du conteur, finalement, qui arrive à emporter les gens dans le conte qu'il raconte, ça m'a rappelé la caverne de Platon. Ouais, c'est un peu ça. Avec finalement ces ombres, et finalement, notre personnage principal sera la personne qui agiterait les ombres. Et le truc qui est intéressant, c'est dans l'histoire de Terry Gilliam, ce mec-là, indirectement, manipule les autres pour sa survie, mais en fait, il se retrouve bloqué dans cette place de devoir raconter une histoire pour sa propre survie. Ce qui fait qu'il manipule les autres. Et on retombe sur ce que je disais, sur le fait que c'est pas des héros, mais des protagonistes pour pouvoir s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'écoutais Terry Gilliam en parler de son propre cinéma, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de recul par rapport à ça, parce que lui-même se sent un peu enfermé dans lui-même, dans cette espèce de raconter des histoires, etc., parce qu'il parlait de Fellini, donc un réalisateur italien, et d'une réalisatrice aussi qui s'appelle Willa Hertzmüller, qui est une réalisatrice italienne, alors je ne sais pas exactement si j'ai bien prononcé. Et il disait, moi je préfère Lina Hertzmüller parce qu'elle fait du cinéma politique, social, qui s'ouvre au monde, tout en restant dans la fable, alors que Fellini, lui, il est un peu comme moi, il reste bloqué dans sa propre psyché. Et ce qui est vrai que Fellini, il a toujours dit, je fais mes films pour moi, et c'est très personnel en fait, je raconte ma propre vie, etc. Et donc c'était intéressant de voir justement Gilliam parler c'est comme il le voit comme un défaut presque, comme s'il était prisonnier de sa propre narration, enfin sa propre fable. J'étais en train de penser à ce que tu disais sur le fait que ces films parlaient de lui et tout, et que c'était un truc très personnel qui prenait du temps. C'est aussi quelqu'un qui a une longue liste de films avortés, inachevés, ou que finalement il a refusé, dont le plus connu est Watchmen, mais dont les fans de Neil Gaiman, même si Neil Gaiman est dans une passe... voilà quoi, il a des affaires au cul. Il a notamment failli adapter Good Omens, qui est la série avec notre chéri David Tennant. Ouais. L'un des meilleurs Doctor Who. Et j'étais en train d'y repenser, le fait qu'il a avorté plusieurs films, et je repensais aussi finalement à L'homme qui tua Don Quichotte, qui est son dernier film, et qui finalement garde indirectement une morale assez sombre... que je résumerai pour que les rêveurs continuent d'exister et doivent exister en dehors de la société, parce qu'au final, la société, quand ils se rendent compte que des gens en imaginaire essayent de le prendre, de les exploiter, de le condamner à ça, ils sont obligés d'être un peu à part. C'est aussi pour ça que Terry a beaucoup de mal à financer ses films. Enfin, Terry Gilliam. Ouais, il y a quelque chose... Dans ces personnages, déjà, ils sont tous moralement ambigus. C'est par exemple des voleurs dans Time Bandit. C'est des personnes qui se prennent pas pour de la merde, souvent, qui ont un gros ego. Le baron de Munchausen, The Fisher King, un peu au début, c'est cette histoire-là. Ou même Long qui tue Don Quichotte, le mec se prend pour Don Quichotte. Et je trouve ça intéressant de faire ce parallèle-là, parce qu'à mon avis, je pense que Terry Gilliam, sur un tournage, il doit être assez insupportable. Et c'est des personnages aussi très solitaires. Et donc, je pense que si ça reflète aussi sa personnalité, je pense que c'est normal qu'il n'ait pas des bonnes relations humaines, en fait. Même si, tu travailles avec les Weinstein, parce que c'était les frères Grimm, c'est avec les Weinstein qu'il a travaillé, ouais. Et le nombre de personnes qui ont eu des bonnes relations avec les Weinstein, oui, c'est rare. Aujourd'hui... tu peux plus les compter sur les doigts d'une main. Mais après, je me dis, je comprends qu'il a eu des merdes, etc. Mais bon, si tu t'engueules à ce point-là avec tous tes producteurs, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et du coup... Au bout d'un moment, c'est peut-être toi le problème. Donc, il est un peu aussi, je pense, prisonnier des Monty Python, parce que ça reste ses plus gros succès. Et donc... En même temps, je pense que les producteurs l'appellent parce que clairement, les frères Grimm... En fait, il y a beaucoup de films, c'est des films de commande.
Enfin, beaucoup de ses films. En tout cas, c'est ça qui foire à chaque fois. Et lui, il n'est pas du tout fait pour faire des films de commande, en fait, parce qu'il veut faire son propre film à lui. Et donc, comme ça, Monty Python... Ouais, désolé, c'est un peu bizarre des fois. Je pense que j'essaye de prononcer bien, des fois non, mais bon... ça doit être mon côté entre deux eaux, outre-Atlantique. Ouais, c'est que je pense que du coup, ça lui ouvre beaucoup de portes, mais des portes aussi qu'il prend alors qu'il devrait juste pas faire ça parce que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Mais par contre, je voulais revenir là-dessus tout à l'heure, c'est sur les acteurs. Et bah, à chaque fois qu'il parle d'un acteur, il fait oui, bon, je le connaissais pas, mais c'était un gros fan des Monty Python, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sean Connery et il a accepté de jouer dans mon film. Et pareil, pour comment il s'appelle, Robin Williams, et Johnny Depp aussi, en mode je connaissais pas Robin Williams, mais je l'ai rencontré, c'était un gros fan des Monty Python, donc il a accepté de jouer. Et je crois que c'était comme ça pour Johnny Depp aussi. Mais je serais pas surpris. En plus, c'était le moment où Johnny Depp était, enfin, jeune, il faisait que des films d'auteur. Mm-hmm. Et donc, c'était vraiment le moment de la rencontre parfaite. C'est comme si tu prenais Tom Cruise à tous ses débuts, ou peut-être Tom Cruise à l'avenir, vu la direction qu'il prend. C'est des réalisateurs et des acteurs qui sont faits pour matcher parce que t'as toujours ce truc. J'ai l'impression que les acteurs aiment bien, c'est être pris dans la vision d'un réalisateur scénariste, finalement, de quelqu'un qui sait un peu comment modeler son monde et ils veulent y participer, ils veulent faire partir de ce modelage. Ouais, et c'est intéressant, je sais pas, je sais pas si toi t'as aimé l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Ça a été une expérience assez bizarre. Tu sens qu'il a beaucoup galéré. Ouais. Et nouveau casting. Le casting, par contre, alors, le film, je suis allé le voir vraiment comme une feuille vierge. Ça fait depuis des années que je voulais le voir. Et voilà, je savais juste que normalement, tu avais Heath Ledger et qu'il avait été remplacé par différents acteurs. Et j'étais très content d'y voir. Alors, Andrew Garfield, je crois que c'est le truc qui m'a fait le. Vraiment, ça m'a fait le. C'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Je m'attendais à revoir Jonathan Pryce, mais si je me trompe pas, il apparaît pas. Et j'étais aussi surpris de voir Jude Law apparaître. Ouais, il y a Tom Waits aussi dedans. mais oui, mais c'est un film assez particulier parce qu'en fait, de base, je l'avais vu pour la spéciale SF et je ne savais pas si on allait la mettre dedans ou pas, et au final on l'a écarté. Et en fait, je trouve qu'elle a plus de place dans le cinéma fantastique de Gilliam parce que tu retrouves ce combat entre guillemets enfer et paradis, et là où ce qui définit presque les individus, ce sont leurs fantasmes. Parce que finalement, leur décision, leur action va se faire à travers le fantasme. Et du coup, ce qui va impacter la réalité, c'est le fantasme des gens. Et du coup, ça tombe totalement dans ce côté fantastique. Mais c'est vraiment un film particulier. Après, moi, tu sais que le film, pour moi, le plus abscon... Enfin, le film avec lequel j'ai le plus de mal de Terry Gilliam, c'est Tideland. Oh putain, Tideland. Je vais le dire en anglais parce que sinon, on a l'impression que je parle d'un pays d'Asie du Sud-Est. Oui, c'était une expérience bizarre. Mais je pense que je ne l'ai pas encore digéré et il faudrait que je le revoie pour vraiment bien le digérer. Parce que, donc ça... Et toi, Ouais, pardon. Je vais te dire, tu l'avais ressortir comment, mais parce que je trouve que c'est un de ses films peut-être les plus hermétiques parce que justement, narrativement, il a très peu de lignes rouges. Donc c'est un de ses derniers films, enfin de fil conducteur, pardon. C'est un de ses derniers films qui est sorti en 2009. Et pour résumer, donc brièvement, c'est l'histoire de Parnassus qui a fait un pacte avec le diable et qui... Le docteur Parnassus. Le docteur Parnassus, pardon. Je sais pas s'il a un diplôme, mais il se fait appeler docteur. En tout cas, le docteur Parnassus, donc qui fait un pacte avec le diable et qui c'est donc dans un espèce d'endroit steampunk et il fait des représentations avec sa troupe de théâtre. Donc il y a encore une fois l'apparition du théâtre. Et donc c'est un film un peu où, déjà qui est hermétique parce qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, hormis ce pacte-là avec le diable et l'imaginaire qui revient. Donc c'est intéressant parce que ça pourrait montrer aussi que les films que fait Terry Gilliam, c'est des pactes avec le diable, entre guillemets, parce que ça vient juste après Tinland et les frères Grimm, où il a traité avec les frères Weinstein. Mais après, j'ai pas envie non plus de caler cette analyse-là en mode, pour rêver, il doit être obligé de faire un pacte avec le diable. Et puis aussi, donc, il y a eu l'acteur principal change, parce que donc, c'était Heath Ledger qui a joué. Et en fait, c'était pendant Heath Ledger est mort pendant le tournage, et plutôt que de retourner avec un autre acteur,
Il a regardé, en fait, il a eu une idée en regardant cet obscur objet du désir de Buñuel, parce que c'est un grand fan de Buñuel, de changer l'acteur, en fait. Parce que dans cet obscur objet du désir, il y a une femme qui est jouée par deux personnes pour représenter deux parties de sa personnalité. Et donc, c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc, ce qui rend encore plus opaque le film. Donc, je trouve que c'est un film très intéressant, mais qu'il laisse sur le côté. Après, ces changements d'acteurs, tu les comprends assez vite parce que Tu les justement, comprends, et vu puis ouais. vu que les parties de Heath Ledger ont été filmées, surtout quand il était dans la réalité, c'est assez simple à suivre. Mhm. Et vu que tu tombes dans l'univers du fantasme, bah tu te rêves un peu, bah tu te rêves quoi. Je repensais à ce que tu disais sur le théâtre. Je pense que si Terry Gilliam aime autant le théâtre, ça revient. Et désolé si c'est l'obsession un peu de moi dans la vidéo, c'est ce mélange de réalité et de fiction parce que contrairement à un film que tu vas voir au cinéma où tu as un médium, pour le théâtre, bah, les gens ils sont devant toi. C'est-à-dire que tu n'as pas, t'as l'absence du médium et tu as les gens, donc tu as la réalité face à toi qui joue une illusion et que tu l'acceptes. Je pense que c'est pour ça qu'il est autant attaché au théâtre. À finalement, cette citation apocryphe de Shakespeare avec le monde est une scène, Terry Gilliam il le prend au pied de la lettre. Et il fait de la réalité un jeu. Peut-être qu'on peut faire. Je vais faire un résumé peut-être de la filmographie de Terry Gilliam dans l'ordre. Comme ça, vous aurez un peu comme des clés, enfin pas des clés de compréhension, mais une idée en tête de la chronologie, parce que ça fait quand même longtemps qu'il opère. Donc parce que en 75, donc il fait Monty Python Sacré Graal. Ensuite, 2 ans après, en 77, il fait Jabberwocky, donc un petit film d'1h30 où c'est l'histoire d'un personnage qui va aller en ville et se mettre à... En fait, se laisser porter par la vague, parce que aussi, c'est ça. D'habitude, on dit toujours que les personnages sont moteurs, et là, j'ai l'impression que les personnages de Terry Gilliam sont pas vraiment moteurs à chaque fois. Ils sont jamais moteurs de la réalité, mais toujours, effectivement, de la fiction. Donc ensuite, en 80, donc 4 ans après, il fait Bandit Bandit, donc en français, sinon en anglais, Time Bandit, où c'est des gens qui vont voyager dans le temps pour voler des choses et donc affronter le mal. En 85, il fait Brasil. En 88, il fait Les Aventures du baron de Munchausen, donc qui raconte l'histoire du baron de Munchausen et de ses légendes où il va sur la lune, etc. Ensuite, 3 ans plus tard, en 91, il va faire The Fisher King avec... Ensuite, 95, il fait L'Armée des 12 singes. 98, il fait Las Vegas Parano. Ensuite, grosse période de sèche. Je sais pas pourquoi je dis sèche, il se met pas à la muscu. Donc 2005, Les Frères Grimm. Donc je pense que peut-être entre-temps, il a dû essayer de faire d'autres fois Don Quichotte. Ensuite, 2005, il sort aussi Thaïlande. 2009, L'Imaginarium du docteur Parnassus. 2013, Zéro Theorem, et en 2018, enfin, il sort L'homme qui tua Don Quichotte, et je crois qu'il travaille sur un prochain film, donc après tant d'années. Oui, un film d'animation qu'on évoquera sans doute plus tard. Il y a un truc que j'étais en train de penser, qui est qu'il fait un court-métrage pour Monty Python, Le sens de la vie, qui s'appelle The Crimson Permanent Assurance. Oh mon Dieu, c'était affreux comme accent. Et j'étais en train de... En gros, c'est des vieux qui travaillent dans dans un truc d'assurance et finalement, ils vont se révolter, ils vont mettre des voiles à leur bâtiment, ils vont partir sur les océans des actions. Ils vont attaquer un peu ce qui ressemble à Wall Street et se battre pour la liberté des assurances évoquées sur les mers, avec ce côté un peu loup de mer et loup de mer et vieille canaille. Et ça représente bien son esprit de liberté. Et l'autre truc que j'allais ajouter, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Las Vegas Parano, parce que techniquement, c'est l'adaptation d'un roman éponyme de l'auteur Hunter S. Thompson. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il a un voyage assez frénétique, rempli de drogue, parce que c'est son style de journaliste, dont je n'ai plus le nom, mais qui est un mouvement aux États-Unis qui va lancer avec d'autres auteurs qui se basent sur un type de journalisme très particulier, journalisme gonzo, qui est de se rattacher au mieux de la réalité et de vivre l'expérience sous drogue. Et en fait, c'est un film qui se passe
qui a une date, qui a un moment qui est fait, mais qui a un roman avec une énergie tellement débordante que c'est un truc qui colle bien à Terry Gilliam. Et c'est un film que j'aime bien, mais qui n'a pas vraiment sa place dans notre analyse dans les médias. Et un truc qui me fait toujours rire, c'est que je pense toujours que l'acteur principal, c'est Jim Carrey, parce que je trouve qu'avec un bob, Johnny Depp, il ressemble beaucoup à Jim Carrey. Voilà. Ah bah, l'importance des fantasmes, que tu l'as dit. C'est quoi pour toi ton film préféré de Terry Gilliam? Non mais, alors, si vous avez écouté la précédente émission, c'est Zéro Théorème. Non, outre les films de science-fiction. Tu veux dire le reste de sa filmo? Tu veux dire 80% de sa filmo? Enfin, exactement, ouais. C'est assez particulier. Je sais que j'aime bien les frères Grimm parce que j'aime bien ce côté de chasser des démons avec deux frères qui sont d'abord des escrocs et qui vont se retrouver confrontés. C'est le syndrome X-Files. En fait, c'est un syndrome X-Files, sauf qu'on te le met à une époque. Je l'avais défini dans mes notes, quand j'ai regardé, ça m'a sauté aux esprits. Je l'ai défini comme un Shrek version gothique. Parce que tu mélanges plein de références de plein de contes, mais tu le mets dans un environnement extrêmement gothique. Et en vrai, il est long, il est chiant. Il est un peu chiant quand même. Il est très mainstream, mais j'aime bien cet univers, surtout Matt Damon et Heath Ledger, ou Monica Bellucci qui fonctionne super bien en reine, à la fois magnifique et égoïste et vaniteuse, dont l'introduction c'est avec la chanson Un jour mon prince viendra. C'est pour ça que ça m'a fait penser tout de suite à Shrek avec les réalisations de Disney pour les parodier. C'est vrai. Mais mon film préféré, du coup évidemment hors Sacré Graal, Monty Python, je pense que ce serait L'homme qui tua Don Quichotte, parce qu'il arrive à me toucher assez particulièrement au niveau des sentiments, parce que j'y vois vraiment Terry Gilliam en fait. J'y vois l'homme dans tous ses films. Il s'exprime un peu Grimm, t'as le frère conteur qui veut croire à la magie, Thaïlande t'as la gamine qui utilise l'imaginaire pour cacher l'horreur qui l'entoure. Le baron de Munchausen, c'est quelqu'un qui court après sa gloire passée, qui la reformule au présent et qui essaye de briller dans les yeux des enfants actuels. Il y a ce truc de vouloir rester un peu à la page, et c'est un truc que tu as dont Don Quichotte qui fonctionne d'autant plus en écho avec c'est Jonathan Pryce qui joue Don Quichotte, si je me trompe pas. Tout à fait, ouais. Ça me fait rire qu'il essaie de le faire plein de fois avec des acteurs différents. Qui prend qui est l'acteur avec qui il a toujours joué. C'est comme, t'aurais pas pu y penser avant. Il était pas assez vieux avant. C'est pour ça. Peut-être. Il faudra qu'on fasse une Jonathan Pryce peut-être un jour pour faire une Terry Gilliam 3. Et en fait, j'aime bien ce côté de Jonathan Pryce, justement, qui est en Don Quichotte et qui, pour lui, est Don Quichotte, alors que c'est juste un réalisateur avant qui lui a dit que tu étais ça, et lui, il a dit OK, maintenant et pour toujours, je serai Don Quichotte. Et à côté, tu as Adam Driver, qui est le réalisateur qui essaye de faire des trucs, mais qui, au final, se retrouve pris dans son imaginaire, tu vois. Pris dans cette histoire qu'il a créée et qui l'embarque. Et je trouve que c'est un film qui, les deux personnages représentent Terry Gilliam, et je trouve cool en fait cette dichotomie de deux personnages qui représentent Terry Gilliam, à la fois séparés et à la fois fusionnés. Ouais, ce qui est intéressant, parce que donc effectivement L'homme qui tua Don Quichotte, c'est cool, que je trouve ça intéressant que ça reprenne pas directement l'histoire de Don Quichotte, mais que ce soit plus un personnage qui se prenne pour lui. Ni l'histoire. Et ce truc de il est resté bloqué pendant 10 ans, c'est énorme. Et ça va aussi avec le fait que pendant super longtemps il a voulu faire Don Quichotte, donc ça parle de ça d'une certaine manière. Et Adam Driver, donc qui a joué le réalisateur, il souffre aussi du fait que le gars il se prenne vraiment pour lui. Donc en même temps, c'est pas mal pour le film, parce que du coup, il a pas besoin de jouer, et c'est juste il se prend vraiment pour lui. Mais en même temps, il y a un côté piégeux, et peut-être que c'est un des seuls films de Terry Gilliam où il y a ce retour-là, justement, sur le conte et la fable, où elle est vue d'une manière négative. Elle est toujours vue un peu de manière négative. Alors non, parce que dans le baron de Munchausen, la fable, elle est plutôt positive. Mais depuis, je crois, je dirais les frères Grimm, je crois que sa fable est en fait... non, parce que... les frères Grimm aussi, t'as une bonne phrase. Depuis Tideland, depuis qu'il s'est fait avoir par Weinstein, sa fable, elle était pas tip-top, parce que t'as Tideland, t'as l'Imaginarium du docteur Parnassus,
Par contre, le truc qui est très cool avec Terry Gilliam, c'est que tu vois que tous ces films, c'est une réflexion de lui, et même dans des projets qui sont très vieux, comme L'homme qui tua Don Quichotte, il les modernise pour que ça corresponde à qui il est au moment où il le fait. Et du coup, tu peux super bien suivre sa progression et ses réflexions qu'il a sur lui-même. Et ça, c'est passionnant. Je voulais revenir sur L'homme qui tombe à Don Quichotte parce que pour moi, c'est mon préféré des fantastiques de Terry Gilliam avec les aventures du baron de Munchausen. Et il y a vraiment... c'est parce que c'est le même film. Non, mais vraiment, il y a vraiment les mêmes idées tout le temps. Alors après, peut-être les aventures du baron de Munchausen, visuellement, est plus foisonnant. Il y a plus d'idées. Il va sur la Lune, etc. Il est plus vieux aussi, hein, mais plus carton-pâte, alors que... Oui. Tout à fait. Alors que L'homme qui tua Don Quichotte est peut-être plus terre à terre, même si c'est dur à dire, mais il est ancré dans la réalité, quoi. Même s'il y a des moments où on se demande... c'est plus des gens qui sont dans la réalité et qui vont se moquer du personnage justement qui est dans la fiction. Donc en fait, les deux films se répondent et montrent quand même une espèce de certaine évolution par rapport à ça. Mais il y a un truc qui est, je trouve, hyper intéressant dans les deux. J'ai dit tout à l'heure que je pense que Terry Gilliam est un réalisateur philosophique et métaphysique. Et une des questions de la métaphysique, c'est la question de la mort. Où est-ce qu'on va après la mort ? Est-ce qu'on va quelque part après la mort ? Est-ce qu'il faut avoir peur de la mort ? Etc. Et dans les deux films, alors là, attention, je vais spoiler, je pense, pendant quelques minutes. Dans les deux films, en fait, les personnages meurent à un moment. Et je dis bien à un moment parce qu'en plus, il revient dans le baron de Munchausen. En fait, la mort finit, qui est métaphorisée par l'ange noir, un ange cadavérique, vient le chercher, il meurt. Et puis ensuite, là, il dit... Et en fait, on se rend compte qu'il était en train de raconter l'histoire. Et il dit, et là, c'est la première fois que j'ai rencontré la mort. Et donc, il y a ce paradoxe-là il est en train de raconter l'histoire du moment où il est mort, ce qui paraît impossible. Comme si l'histoire, finalement, se finissait après la fin, après la mort. L'histoire sert à... Enfin, la légende sert à transcender la mort. Et de la même manière, dans L'homme qui tua Don Quichotte, donc le personnage de Jonathan Pryce meurt. Et je sais plus ce qu'il lui dit exactement. Il dit quelque chose à Adam Driver, donc il prend pour Sancho. C'est Sancho, c'est ça. Et tout à coup, en fait, juste après, Adam Driver se met à se prendre pour Don Quichotte. Et donc, en fait... Oui, lui, il s'appelle Toby, mais Don Quichotte, le personnage de Jonathan Pryce, qui je sais plus comment s'appelle, donc celui qui se prend pour Don Quichotte, le prend pour Sancho. Son bras droit, donc le bras droit de Don Quichotte. Et donc, en fait, on finit justement sur Toby qui finit par se prendre, donc joué par Adam Driver, qui finit par se prendre par Don Quichotte, comme s'il y avait une transmission par la mort et que finalement la mort physique n'était pas la mort du personnage. Et donc, il y a la même idée dans les deux films que la mort, finalement, dans les fables, etc., n'est pas vraiment une fin en soi. Parce que l'œuvre, le conte, la légende survit à l'homme. Et parce que pour Terry Gilliam, l'histoire étant... Voilà. Le conte étant au même niveau que la réalité, si ton conte dit qu'il vit même s'il est mort, alors ton héros vit. C'est drôle. Je repensais à ce que tu disais sur Baron de Munchausen, le fait qu'il raconte sa rencontre avec la mort, et tu te rends compte qu'il est sur le terrain, et tu te dis, mais en fait, depuis le début, du coup, tu l'as pas vu bouger, c'est la même chose. C'est drôle parce que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, on dirait un found footage, mais théâtral. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est intéressant en fait, puisque sa vie, si on continue si on a envie, si on choisit d'y croire. Et je voulais revenir aussi sur la dualité qu'il y a dans L'homme qui a tué Don Quichotte, où comment la fiction devient un piège pour le réalisateur et ça l'empêche d'avancer. Dans les aventures de Munchausen, il y a une super idée, je trouve, qui est un peu presque l'inverse. C'est qu'à un moment, quand ils vont sur la Lune, le roi est de la Lune, donc le roi de la Lune est joué par par Robin Williams. Et en fait, la caractéristique de ce roi, hormis qu'il soit géant, c'est que sa tête peut se séparer du corps. Et la tête, quand elle est sur le corps, donc c'est le corps qui parle, mais la tête a une volonté de se séparer du corps et une volonté d'aller un peu sans son corps, sans ses désirs physiques, le fait de manger, la sexualité,
pour être dans un autre plan de l'esprit, en fait. Et je trouve que c'est une super idée, cette idée que, en fait, on est toujours tiraillé entre notre corps et le côté très terre-à-terre physique et notre métaphysique, d'une certaine manière. Le Puisque ça tableau va sur au-delà la de Lune, juste il est l'esprit et extrêmement l'intelligence. cool avec ses environnements. En fait, ça fait un peu figurine miniature vu que tu as des maisons qui sont un peu faites en carton-pâte lorsqu'ils arrivent. Et c'est vrai que tu as tout ce truc du roi qui est présent et son corps, enfin, quand sa tête n'est pas liée, qui va chercher les plaisirs charnels et qui est constamment obligé de surveiller ce que son corps fait pour éviter de faire une bêtise. Et derrière, tu retrouves cette thématique parce que le baron, c'est quelqu'un qui a tendance à flirter avec énormément de monde, et tu le vois juste derrière quand il débarque dans la mythologie, en reprenant le mythe de Vulcain et de Vénus. Et on sait que Vénus est avec Vulcain parce qu'il est et tout. Et j'adore son introduction, j'adore l'introduction des deux parce que Vénus, elle apparaît avec un remake de La naissance de Vénus de Botticelli. Et Vulcain, il a un peu ce truc C'est de vrai, oui. monstre forge à l'intérieur qui est un peu l'esthétique des nains de la mine à la Tolkien et qui est trop content de parler à tout le monde. Bon, il est ultra menaçant quand tu le rencontres, mais derrière, il est assez sympathique jusqu'à ce que finalement le baron s'amuse avec sa dulcinée alors qu'il a le dos tourné et que ça relance tout le bordel. Et c'est drôle parce que je crois que c'est l'un des seuls films de Terry où la sexualité est autant présente. Bah, comme ça va dans quelque chose de très abstrait, souvent la sexualité est pas trop présente là-dedans. Alors que c'est vrai que ça pourrait, hein, dans les contes, il y a eu des contes et des gens. Bah, je pense notamment à. Ça m'a fait penser un peu sa filmographie, ou plutôt le film m'a fait penser à sa filmo, c'est 3000 ans à t'attendre de George Miller, Ah, où justement il y a beaucoup mm. de tableaux avec plusieurs histoires très fabuleuses, littéralement, où il y a un truc beaucoup plus corporel et physique, et moins abstrait peut-être. Après, c'est pas la même chose, vu qu'à mes yeux, 3000 ans à t'attendre, ça fait rentrer le conte dans la réalité, alors que pour Terry Gilliam, de base, Mhm. les deux sont pareils. Mais c'est vrai que pour Ouais, George Miller, en fait, ce conte qui rentre dans la réalité passe par le toucher, passe par le sensoriel. Alors que Terry, vu que c'est un... je l'ai- Gilliam, vu que c'est quelqu'un qui est plus porté sur la parole, vu que c'est quelque chose dont ses héros, normalement, sont dotés, soit la parole, soit le fait de comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent, même si dans la SF, tu as ces introvertis, dans sa SF, tous ces personnages sont introvertis, tandis que dans son fantastique, ils sont souvent extravertis. mais dans tous les cas, je trouve que ça reste très mental, que ce soit dans Zéro Théorème. En fait, Zéro Théorème, où le mec est vraiment dans son espace mental. Pareil Brasil. dans Le Baron de Monsieur Jeune, où il est vraiment dans son propre espace, sa propre réalité. Dans Brasil, c'est sa propre réalité. Il est dans ses rêves. Dans Don Quichotte, le mec, c'est clairement un personnage se prend pour quelqu'un qui n'est pas, donc il est vraiment bloqué dans. Il est Keblo dans sa teuté. Et l'autre qui est réalisateur et donc a cette espèce de fantasme de refaire un film qu'il avait déjà fait avant. Donc pareil, ils sont tous très égoïstes. Et moi, je pense que Terry Gilliam, dans 3 ans, il est cancel. Hein. Non, non, mais en vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un d'assez toxique dans la vie. En tout cas, par contre, sa queue de rat, c'est non, c'est mort. Ça, c'est vraiment... je peux pas, quoi. Enfin, c'est... Plus le truc du conteur qui combat la réalité. Je terminerai en disant que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup avec Terry Gilliam, autre le fait que tout le monde voudrait un peu de magie dans sa vie, qui est surtout que la majorité de ses films ont tendance à bider, et qu'au final, il est Ouais, de constamment en ouf. train de se battre pour pouvoir raconter ses histoires, et pour que ses histoires soient vues. Et souvent, quand il fait un film, il va finir par faire faire quelques festivals internationaux, et derrière, ces films vont souvent se casser la gueule, malheureusement pour lui. Eh ben, on verra qui est le meilleur. Ouais, j'allais dire que... on n'a pas trop parlé de la manière de filmer. Et je voulais juste aussi préciser que du coup, on retrouvait souvent la même chose dans ces films, notamment les grands angles. Pas forcément les très grands angles, genre fisheye, mais il va filmer souvent très proche de ses personnages, avec des grands angles, Le en fait. fisheye, Qui revient, et des grands et des contre-plongées aussi, beaucoup. le fisheye, tu l'as
en surutilisation dans Las Vegas Parano. Et je pense que c'est parce que c'est un peu dans Thaïlande aussi, mais c'est parce que ce sont des environnements qui reflètent notre monde et notre réalité, et c'est à mon avis pour constamment nous faire dire qu'on est dans un autre monde, surtout quand les personnages sont drogués dans Las Vegas Parano, et un peu plus dans Thaïlande quand les personnages commencent à élaborer leur histoire. Mais dans Thaïlande, c'est intéressant parce que tu retrouves ce truc de personnage bloqué qui est que la gamine perd son père mais continue à jouer avec comme s'il était vivant, et que ça tente à ce truc d'embaumer les gens qui l'entourent pour que les morts restent parmi eux. Comme s'il essayait de faire finalement, pour l'attente, survivre le corps dans la réalité, là où la gamine utilise l'imaginaire pour continuer à le faire survivre à nouveau la dualité de Terry Gilliam, qui est que le conte survit là où la personne risque de disparaître. Et dans ces éléments vraiment fantastiques comme le baron de Munchausen, le conte sauve la personne, mais dans des éléments plus réalistiques comme Thaïlande, ils sont morts. C'était donc le second épisode de Projection perdue pour conclure notre diptyque sur Terry Gilliam. Merci de nous avoir écoutés, et merci à toi Damien de m'avoir accompagné dans ce beau rêve. Je préviens Louis, c'est la dernière fois que je fais ça. Merci de t'être replongé avec Terry Gilliam avec moi, Louis. C'était un plaisir, hein, et à la prochaine tout le monde. Je sais pas si t'as vu, mais sur le groupe Discord, il y a une question qui a été posée pour demander c'était quoi le meilleur film d'horreur, de SF ou d'animation de 2004. Est-ce que tu as un avis dessus ou pas ? Est-ce que c'est une vraie question ou c'est faux que c'est une fausse question ? Non, c'était une vraie question. Je pense qu'elle aurait pu fonctionner en conclusion, parce que comme ça, les gens auraient pu... Non, mais je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui nous l'a posé sur le Discord. Non, c'est moi-même. Oui, je sais. Comme si on avait des auditeurs, Damien. En vrai, je pense que il y a 2 personnes qui ont répondu. Et ouais, j'ai répondu en deuxième. C'est ma sœur. Le premier ? Non, je crois pas. Alors, je pense que c'est le plus grand film d'horreur, je dirais Shaun of the Dead, Shrek 2, Saw. Est-ce que je suis en train juste de lister une liste de films sans critique ? Oui, peut-être.